Il était 8h10 dans le terminal B de l'aéroport international Langston Hughes. C'était un mardi comme tant d'autres, un de ceux où les annonces diffusées au haut-parleur se mêlaient à l'air comme un bruit blanc continu. Les agents de sécurité répétaient les mêmes phrases en boucle. Ordinateur portable sorti, ceinture enlevée, chaussures dans le bac. Un refrain mécanique pour des voyageurs pressés. Les parents tentaient de calmer des enfants agités. Les hommes d'affaires, les yeux rivés à leur téléphone, tapotaient nerveusement l'écran. Les passagers âgés avançaient lentement, à leur rythme, à travers ce tumulte organisé. Parmi eux se trouvait Henri d'Orson, un homme de 80 ans, discret, digne, vêtu d'un pantalon bien repassé, d'une chemise à carreaux soigneusement rentrée et d'un vieux blouson aviateur fermé à moitié. Sur sa tête, une casquette verte aux coutures effilochées portait l'inscription « Ancien combattant, armée française », brodée en lettres dorées passées. Sur son épaule, un sac de voyage usé, fatigué par les années, le genre de sac qui renferme plus de souvenirs que d'objets. Henri avançait avec précaution, avec la lente assurance de ceux qui ont traversé des hivers, des guerres et des décennies d'indifférence. Quand il atteignit le point de contrôle de sécurité, il salua poliment le jeune agent et posa doucement son sac sur le tapis roulant, retirant sa casquette par réflexe avant de se diriger vers le portique. Il n'imaginait pas un instant que ce simple moment allait provoquer une onde de choc à travers tout le pays. À l'intérieur de ce sac élimé, entre un drapeau tricolore soigneusement plié et une vieille photo sépia de son unité en Indochine. Des soldats noirs souriants, couverts de boue, poings levés, se trouvait une petite pochette en velours. Elle contenait 4 médailles, sa croix de guerre, une médaille des blessés, la médaille posthume du courage militaire attribuée à son cousin Jules et un insigne d'infanterie de combat issu d'une mission classée que seuls quelques officiers du ministère de la Défense connaissaient. Ce n'était pas de simples décorations. C'était des années de sa vie. C'était le froid, le feu, la perte, le silence gravé dans le métal. L'agent de sécurité ce matin-là s'appelait Clément, à peine 30 ans, cheveux gominés, lunettes de soleil remontées sur le front et cette attitude désinvolte qui rend un uniforme plus lourd à porter qu'il ne devrait l'être. Il n'avait pas encore bu son café et la file d'attente s'allongeait. En fouillant le sac d'Henri, il en sortit la pochette, la secoua, puis l'ouvrit d'un geste brusque. Les médailles tintèrent dans sa paume. Il leva les yeux au ciel. « Les objets tranchants sont interdits, monsieur. C'est quoi ce bazar ?» dit-il assez fort pour attirer l'attention de 2 passagers voisins. Henri le regarda, sans colère, mais avec cette retenue mesurée des hommes qui ont tout vu. « Ce sont des décorations militaires, » répondit-il d'une voix grave et calme comme le cuir. Clément ricana, jeta la pochette dans un bac gris marqué « Objet interdit ». « Dans ce cas, que l'armée les envoie par la poste la prochaine fois, marmonna-t-il. Récupérez vos affaires et circulez. Le bruit des médailles frappant le plastique résonna étrangement. Il couvrit les pleurs d'un nourrisson, le message d'embarquement d'un autre vol, et même le bourdonnement général du terminal. Parce que ce n'était pas qu'un bruit. C'était le choc d'une mémoire nationale rejetée comme un déchet. Henri resta immobile un instant, les lèvres entr'ouvertes comme pour répondre, mais aucun mot ne vint. Que dire quand son sacrifice est traité comme un bagage encombrant? Quelques personnes avaient vu. Une femme en manteau rouge porta la main à sa bouche. Un vieil homme secoua lentement la tête. Henri, avec la grâce silencieuse de ceux qui ont traversé pire, se contenta de hocher la tête et dit « Que Dieu vous bénisse, mon garçon », avant de s'éloigner vers sa porte d'embarquement. Ce qu'Henri ne vit pas, c'était l'homme qui s'était arrêté net, 10 mètres derrière. Un grand gaillard en gants et chemise à carreaux, tirant une sacoche d'ordinateur à l'étiquette gouvernementale. Il s'appelait Malik Perrin, ancien commando marine, aujourd'hui agent du ministère de l'Intérieur. Il voyageait sous un faux nom, en mission confidentielle. Mais tout cela disparut au moment où il vit les médailles tomber et entendit le mépris dans la voix de Clément. Malik sortit son téléphone et commença à filmer. Lorsque Henri s'assit à la porte 17, frottant ses mains l'une contre l'autre en fixant le sol, l'enregistrement avait déjà été envoyé à 7 anciens frères d'armes. L'un d'eux, l'adjudant-chef Léonard Fortier,
buvait un café noir au fond du terminal quand son téléphone vibra. Il se leva sans même finir sa tasse. En moins de 5 minutes, une tempête silencieuse s'organisait. Ce n'était pas une manifestation. Ce n'était pas une émeute. C'était l'arrivée discrète d'une vingtaine d'hommes et de femmes, certains en tenue, d'autres en civil, en bottes ou en uniforme de compagnies aériennes. Ils avançaient avec calme et détermination, tous en direction du point de sécurité. Parmi eux, une ancienne pilote en uniforme bleu de l'armée de l'air. Un jeune caporal tout juste rentré du Sahel. Tous avaient vu la vidéo. Tous avaient compris ce que contenait ce petit sac jeté à la va-vite. Clément leva les yeux lorsqu'ils approchèrent et lâcha un petit rire. « C'est quoi ça? Une chorale de Noël » dit-il. Personne ne répondit. Il n'en avait pas besoin. Malik s'avança, enfila lentement une paire de gants noirs, puis plongea les mains dans le bac avec une extrême précaution. Il récupéra la pochette comme s'il s'agissait d'une relique sacrée, l'essuya doucement et se tourna vers Clément. « Ce matin, tu as jeté la gratitude d'une nation, dit-il, sa voix portant dans tout le terminal comme une cloche dans une église. Tu as insulté un homme qui a saigné pour que tu puisses porter ce badge. Clément balbutia. Je ne savais pas. Comment j'aurais pu savoir? Mais Malik le coupa. Tu n'as pas posé la question. C'est bien ça, le problème. Les passagers s'étaient arrêtés. Des téléphones s'étaient levés. Certains tremblaient, d'autres étaient brandis comme des flambeaux. Une onde avait traversé le terminal. Invisible, mais irréfutable. Les agents de sécurité observaient à distance, incertains. Leurs radios grésillaient, mais personne ne bougeait. Quelque chose de sacré venait de commencer. Même les procédures semblaient en retrait. Clément recula légèrement, le visage blême. Sa bouche s'ouvrait et se fermait sans qu'on l'écoute. Il disait faire son travail. Mais le silence avait choisi son camp. La vérité ne porte pas toujours un uniforme, mais elle finit toujours par se faire entendre. Et ce jour-là, elle avançait sur des jambes fatiguées, coiffée d'une casquette verte aux lettres dorées fanées. Ancien combattant, armée française. Malik se tourna, toujours concentré sur la pochette entre ses mains, et marcha lentement vers la porte 17. Ses pas étaient lourds, pas dramatiques, mais profondément humains. La foule s'écarta devant lui, sans qu'on le lui demande, comme si une voix intérieure les avait prévenus. Le respect ne crie pas, il murmure. Et ce jour-là, le silence disait tout. Henri leva les yeux, encore assis, dérouté par l'agitation. Ses yeux étaient brillants, mais pas vaincus. Ses mains marquées par le temps tremblaient un peu, alors qu'il tentait de se lever. Ses jambes ne répondaient plus comme avant, mais elles se souvenaient encore de ce que cela signifiait de se lever pour ce qui compte. Il se redressa difficilement, chaque articulation protestant, mais il tint bon. « Monsieur », dit Malik doucement, tendant la pochette avec les deux mains comme on rend les effets personnels d'un camarade tombé. « Ceci vous revient. » Henri la prit avec des doigts tremblants, caressant le cuir comme s'il reconnaissait un ami perdu de vue. Il ouvrit le rabat. À l'intérieur, 2 croix de guerre, une médaille des blessés, des photos anciennes pliées soigneusement et une lettre d'un commandant aujourd'hui enterré. Son souffle se coupa. « Je croyais qu'elles étaient perdues, » murmura-t-il. Malik sourit. « Pas tant qu'on veille. » Et alors, quelque chose d'inattendu se produisit. Un à un, tous les militaires présents dans le terminal se mirent à genoux. Pas par obligation, mais par instinct, par transmission d'une mémoire invisible. 4 pilotes, 5 membres d'équipage, des cadets en partance, un vétéran de la guerre d'Algérie appuyé sur sa canne. Même un agent d'entretien, toujours sa serpillière à la main, posa la paume sur son cœur. Il n'y avait rien de théâtral, juste du vrai, de l'authentique. Le terminal, d'ordinaire si bruyant, s'immergea dans un silence profond. Le genre de silence qu'on trouve dans une cathédrale. Un petit garçon, 6 ans peut-être, boucle brune et sac à dos Spider-Man, s'approcha d'Henri. Dans ses mains, une feuille froissée avec un drapeau tricolore dessiné au crayon de couleur, un carré bleu, quelques étoiles mal alignées. Il l'attendit avec sérieux. « Merci de nous avoir protégés, » dit-il. Henri, qui avait survécu au bal et au silence, prit le dessin comme une médaille. Et pour la première fois depuis des décennies, il pleura, non de douleur, mais de soulagement. Il venait enfin d'être vu. En 30 minutes, la vidéo avait fait le tour du net. Une passagère en 18A l'avait postée sur Instagram,
Cet homme portait plus qu'un sac, il portait l'histoire. Les hashtags Honneur Henri, Mémoire pas déchet, Il et l'histoire explosèrent. Les familles de militaires témoignèrent. Les écoles firent écrire des rédactions. Les journaux diffusèrent les images au ralenti. En fin de journée, la vidéo comptait 10 millions de vues. Le lendemain matin, 22. Le ministère de l'Intérieur présenta des excuses officielles en conférence de presse. Clément fut suspendu en attente de rééducation, certains exigeant son renvoi. Mais Henri n'attendait ni vengeance ni revanche. Ce n'avait jamais été son combat. Le gouvernement annonça une réforme immédiate. Tous les effets militaires seraient dorénavant traités avec un protocole spécial, gants blancs, alerte aux supérieurs, respect absolu, sans exception. On l'appela discrètement la règle d'Orson. Quand les journalistes l'attendaient le lendemain, Henri ne fit ni discours ni pause. À la question « Que voulez-vous dire au monde ?», il répondit simplement « Je voulais juste voyager avec mes souvenirs ». Puis il s'en alla, droit, silencieux. Comme toujours. De retour chez lui, à Montbois, petite ville paisible, il découvrit quelque chose d'inattendu. Des drapeaux le long de sa clôture, des dessins d'enfants accrochés au volet. Une banderole « Bienvenue chez vous, monsieur d'Orson. On n'oublie pas ». Une lettre du ministre de la Défense, livrée en main propre, disait « Nous avons vu, et nous ne laisserons plus jamais cela arriver ». Henri n'a pas changé ses habitudes. Toujours levé tôt, chemise repassée, souliers cirés chaque dimanche. Mais désormais, quand il traverse la place du village, ses médailles fièrement accrochées, les gens le voient. Non comme un vieil homme, mais comme un homme qui compte. Comme une silhouette dont la démarche porte le poids des années sans jamais s'y soumettre. Un homme dont la simple présence impose le respect, même chez ceux qui ne connaissent ni son nom ni son histoire. Les commerçants, d'ordinaire absorbés par les gestes automatiques du quotidien, ralentissent en le voyant passer. Certains interrompent leurs transactions, retirent leur chapeau, touchent leur front comme pour saluer une mémoire qu'ils n'ont jamais vécue, mais qu'ils sentent dans l'air. Les rideaux des boulangeries se soulèvent à peine et les regards se croisent, discrets mais chargés de gratitude. Les enfants, eux, ne comprennent pas tout, mais ils sentent quelque chose. Ils sentent qu'il ne faut pas courir en riant quand Henri traverse la place. Ils se redressent un peu. Certains font un salut maladroit, appris dans un dessin animé ou vu à la télévision, mais offert avec une sincérité désarmante. D'autres se contentent d'un sourire timide, de ceux qui cherchent à dire « On sait que tu es important, même si on ne sait pas pourquoi ». Et Henri répond toujours. Toujours. Il ne les ignore jamais. Il les regarde, les salue d'un geste précis, droit, hérité d'un passé qui n'a jamais quitté son dos. Un salut ferme, respectueux, où chaque mouvement contient une promesse, celle de la mémoire qui ne meurt pas. Il ne ralentit pas parce qu'il est pressé, mais parce qu'il sait que marcher dignement, droit et silencieux, c'est aussi une façon d'enseigner. Une façon de rappeler que certains silences portent plus de poids qu'un discours, que certains pas résonnent longtemps après qu'ils ont été posés. Sa marche n'est pas une fuite du monde, mais une réponse à sa brutalité. Un rappel que l'honneur existe encore. Qu'il se tient debout sous une casquette verte usée et une veste boutonnée jusqu'au cœur. Et alors, parfois, les gens baissent les yeux, non par honte, mais par respect. D'autres le suivent des yeux jusqu'à ce qu'il disparaisse au coin de la rue. Des anciens lui adressent un signe discret. Des jeunes adultes l'observent et se demandent, sans oser poser la question, quelle histoire ce vieil homme transporte dans ses silences. Des chiens même, couchés devant les cafés, redressent la tête comme s'ils sentaient, eux aussi, la présence d'un être hors du commun. Parce que parfois, il suffit de 10 minutes pour rendre justice à 70 ans de silence. Et parfois, quand les bonnes personnes regardent, la dignité d'un seul homme suffit à réveiller la conscience d'un pays tout entier.